Et ce matin, nous sommes avec le climatologue Thomas Binoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous alors que la semaine dernière, Météo France Nouvelle-Calédonie a dressé le bilan de la saison fraîche, a évoqué aussi le retour d'El Niño depuis juin et les conséquences sur le territoire. Alors peut-être commencer tout d'abord par ce déficit de précipitations. C'est un peu le gros titre de cette saison fraîche. On a eu 3 mois vraiment déficitaires en termes de pluie sur le territoire. Alors effectivement, on est dans une année marquée sous le signe d'El Niño, qui a démarré depuis le mois de juin. Et dès la saison fraîche, on a connu un déficit marqué de pluie, avec plus de 70% de déficit sur l'ensemble du pays. Donc ce qui a d'ailleurs classé le trimestre mai-juin-juillet comme un mois un trimestre, pardon, un trimestre record depuis 1957. On a eu finalement des pluies en août, des pluies assez abondantes d'ailleurs, qui ont touché quasiment tout le pays et qui a permis de compenser un petit peu ce gros déficit de début de saison fraîche. Et au final, donc, on reste déficitaire sur l'ensemble de la période, avec 35% de déficit globalement sur le pays pour ces 4 mois. Donc les pluies d'août n'ont pas suffi, on attend des pluies aussi pour la fin de semaine et malgré tout on sait que l'année va être déficitaire par rapport au normal. Oui, c'est ça. Donc on attend là effectivement un épisode de pluie pour la fin de semaine, mais on garde un signal fort d'une saison sèche qui va être marquée par une sécheresse accrue. C'est la côte nord-ouest qui est le plus touchée actuellement, donc avec 60% de manque de pluie. Et donc c'est une région, évidemment, il y a de l'élevage, donc c'est problématique pour ça. On a aussi les risques incendies qui vont avec. Alors cette sécheresse précoce, c'est un phénomène que vous aviez déjà observé avant l'arrivée d'un phénomène El Niño modéré à fort, c'est ce à quoi il faut s'attendre aujourd'hui? Oui, c'est ça. Donc là, on est sur un épisode qui gagne en intensité de semaine en semaine. On a déjà atteint le stade modéré. Donc il est prévu que le phénomène El Niño continue à croître jusqu'en fin d'année avant de décliner à partir du début de l'année 2024. Et donc au regard des épisodes El Niño de cette intensité qu'on a eu par le passé, c'est classique qu'on ait donc comme ça une sécheresse, alors pas forcément si précoce. Ça, c'est dû à d'autres facteurs de forçage climatique. En revanche, entre la période on va dire de septembre jusqu'à novembre, là on s'attend à avoir la période la plus sèche, quoi. Donc là, il faudra attendre décembre pour avoir des pluies, le retour des pluies et basculer peut-être dans un système un peu moins sec. Voilà, donc le déficit, lui, il va se poursuivre en fait jusqu'à la fin de l'épisode El Niño, c'est-à-dire jusqu'à peu près le mois de mars-avril. Néanmoins, comme on rentre en saison des pluies à partir de décembre, même si on est déficitaire, eh bien, on a un retour des pluies qui permet de recharger les sols en eau et donc de retrouver une situation qui redevient plus confortable. C'est vraiment jusqu'à novembre qu'on va devoir subir ce manque d'eau. Ouais. Thomas Binoun, vous évoquiez les conséquences sur les ressources en eau, sur le risque incendie aussi. Les services de Météo France travaillent par exemple avec la DSCGR, avec les agriculteurs pour essayer d'anticiper ces risques-là? Oui, complètement. Donc, on travaille étroitement avec les agriculteurs. On leur fournit des bilans régulièrement et des prévisions de manière à pouvoir mieux anticiper la saison à venir. On travaille beaucoup avec la DSCGR aussi, à qui on fournit de la même manière des prévisions sur les pluies à venir, de manière à ce qu'ils puissent aussi se préparer au mieux. Alors la sécheresse est aussi renforcée par un phénomène qu'on connaît sous El Niño, le renforcement des alizés. C'est quelque chose que vous avez observé aussi dès la saison fraîche? Ah oui, c'est ça. Donc classiquement, on a un renforcement des alizés pendant El Niño. Alors cet alizé, enfin, renforcé, c'est-à-dire qu'en termes de fréquence, on le voit apparaître plus souvent, mais également en termes d'intensité. Il souffle plus vigoureusement du fait d'un contraste terre-mer qui est plus fort avec une mer plus fraîche. Et, euh, et donc là, ce qu'on a observé depuis le début au cours de l'hiver, c'est qu'on avait déjà 40% de fréquence d'alizés supplémentaires. Et voilà. Et donc ça, c'est amené à durer pour les mois à venir. Évidemment, cet alizé, il contribue à sécher le couvert végétal et donc à intensifier la sécheresse. Alors, parmi les indicateurs aussi que vous surveillez, évidemment, il y a le mercure, hein, les températures. La saison fraîche a été particulièrement fraîche, avec même des records battus. Vous vous attendiez à cette fraîcheur après 3 années sous la Niña? Alors, on ne s'attendait pas à cette fraîcheur, non, et encore moins dans un contexte de réchauffement climatique, où on a l'habitude de voir des records de chaleur qui sont battus, très rarement des records de froid. Donc là, on en a eu 3 au cours de la saison fraîche.
et avec un mois de juin en particulier et un mois d'août assez froid, puisqu'on a eu des valeurs de 1,8 ou 1,2 en dessous des normales pour ces 2 mois. Donc voilà un contexte, on va dire exceptionnellement froid, oui, qui est en partie dû à l'arrivée d'El Niño, puisque ça c'est quelque chose qu'on constate habituellement. En amont d'El Niño, on commence à avoir un refroidissement en Calédonie, mais là on a quand même eu d'autres influences qui ont contribué à amener sur le pays des masses d'air d'origine australe, qui ont amené ces températures et notamment les nuits très fraîches qu'on a connues. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des anomalies? Alors, ce sont des anomalies, oui, dans la mesure où on n'est pas sur les valeurs de saison, voilà. Mais après, on n'est pas sur des valeurs extrêmes non plus, hein, pour les températures. On a des records de froid par le passé qui ont été bien au-delà. Voilà. Maintenant, je rappelle qu'on est vraiment dans un contexte de réchauffement climatique, donc des valeurs froides comme ça reste rare. Et quand on en trouve, oui, on peut effectivement dire que ce sont des anomalies notables. Alors, quand vous parlez de réchauffement climatique, vous scrutez de près également le réchauffement des océans, la température des océans qui augmente au niveau du globe. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans les prévisions. Oui, alors on sait qu'El Niño dépend, enfin les conséquences d'El Niño dépendent immédiatement des températures océaniques. Et ce qu'on observe avec le réchauffement climatique, c'est que l'océan se réchauffe, hein, d'année en année. Mais il se passe quelque chose cette année en 2023, c'est qu'on assiste clairement à une envolée des températures de l'océan à l'échelle planétaire, avec des températures qui sont bien au-delà de la tendance de réchauffement qu'on a vu jusqu'à présent, avec un El Niño donc, qui montre des valeurs de température très très élevées du côté du continent américain. Donc forcément des bouleversements qui risquent d'être un peu inédits, on va dire, en tout cas qui nous interrogent. Et donc on suit ça de près, sachant pas dans quelle mesure ces températures océaniques pourraient influencer le comportement d'El Niño cette année. Et donc ça, c'est une tendance de fond, ça va s'accentuer au cours des années à venir? Alors, ce qui est certain, c'est que l'océan se réchauffe et va continuer à se réchauffer au cours des décennies à venir. Il y a des fluctuations d'année en année, ça peut se réchauffer plus ou moins, mais c'est une tendance durable. Donc oui, l'océan comme l'atmosphère se réchauffe en permanence. Voilà. À quoi s'attendre pour la saison chaude? On a évoqué la sécheresse en termes de mercure maintenant. À quoi s'attendre pour les mois à venir? Alors, habituellement, quand on est dans un épisode El Niño, on s'attend à avoir des températures plus fraîches pendant le temps que dure l'épisode El Niño et des températures qui vont ensuite retrouver des valeurs normales en sortie de l'épisode et qui devraient être un peu au-dessus des valeurs classiques après El Niño. Donc, c'est-à-dire que pour l'année 2024, on pourra bien avoir des températures plus élevées que la normale dans l'année qui suit en fait l'année El Niño. Donc normalement plus frais que pour la saison chaude, en tout cas plus frais que les années précédentes où on était sous la Niña. Plus frais d'un demi-degré en moyenne au regard de ce qu'on a observé par le passé. En revanche, les modèles de prévision climatique, eux, sont assez incertains dans les prévisions qu'ils nous donnent, avec en fait une forte dispersion des prévisions qui sont réalisées. Et donc, on a, d'après les modèles, une bonne incertitude sur les températures là, au cours de cette saison chaude à venir. Ouais. Alors, est-ce qu'on a déjà des indicateurs qui permettent de savoir quand El Niño va s'arrêter et quand on va passer peut-être sur un système neutre ou repartir sous la Niña? Alors, El Niño, il s'installe classiquement pendant la saison chaude. Il décline ensuite au sortir de la saison chaude. Et donc, il a attendu que cet épisode El Niño là, qui démarre se termine aux alentours la sortie de la saison chaude, aux alentours du mois d'avril-mai, en gros, quoi. Est-ce qu'il n'exclut pas qu'il puisse revenir derrière à la sortie de la saison fraîche? Alors, ça arrive qu'un épisode El Niño perdure 2 années durant. C'est assez rare, hein, des épisodes, en tout cas, de cette intensité, donc qu'ils soient modérés ou forts. C'est arrivé de mémoire que 2 fois par le passé, qui surviennent comme ça 2 années durant. Mais dans tous les cas, on repassera certainement en saison fraîche de l'année 2024 par un petit épisode neutre avant qu'il y ait une réactivation du cycle d'El Niño et de la Niña.
Alors Thomas Binoun, on nous avait dit que La Niña, c'était déjà rare qu'il y ait 2 années Ouais. consécutives, on en a eu 3. Est-ce que ça aussi, ce sont des choses qui changent en termes de climat, ou alors est-ce que là, on peut considérer que, là aussi, je parlais peut-être d'anomalie, peut-être que c'était pas le bon terme, mais est-ce que c'est une anomalie, les 3 La Niña, ou alors c'est des tendances de fond, où on va avoir des périodes plus longues, La Niña et El Niño? Non, on n'a pas, enfin pour l'instant, il n'y a aucun signe qui montre qu'on aurait un bouleversement dans la fréquence de ces épisodes El Niño et La Niña. Donc c'est pas attendu que ça évolue dans l'avenir. Des triples La Niña, on en avait déjà connu, c'est rare, hein, on avait déjà connu 2 fois par le passé. Donc là, c'est arrivé une troisième fois en 2023. Des épisodes El Niño qui sont doublés, c'est pareil, c'est assez rare, mais ça peut se produire. Donc on n'attend pas à ce que ce soit bouleversé. En revanche, ce qui est attendu et ce qu'on observe déjà depuis 7-8 ans, c'est qu'on a une augmentation de l'intensité. C'est-à-dire que quand on est sur des épisodes secs, les années sèches comme El Niño, eh ben, on observe qu'on a des valeurs de plus en plus sèches d'année en année. Et pendant les années où on est sur des années humides, à l'inverse, on voit qu'on a une réponse en pluie qui est de plus en plus forte d'année en année. Et ce qui est assez remarquable, c'est que depuis 2017, donc on a eu 2017-2019, qui étaient des années sèches, 2023 aussi, avec systématiquement des records de déficit au cours de ces 3 années, pendant les saisons hivernales ou la saison sèche. Et pendant les années humides, donc en 2020, pardon, 2000, oui, 20, 21 et 22, on a eu donc des saisons humides exceptionnellement pluvieuses avec des records battus systématiquement. Et donc on voit bien qu'on a un contraste de plus en plus fort entre les périodes sèches et les périodes humides. Ça demande de revoir les modèles? Alors, ça ne demande pas de revoir les modèles parce que les modèles s'adaptent, mais par contre, ça montre que les projections du GIEC, les projections climatiques qui avaient fait ce constat qu'on allait vers des extrêmes qui étaient plus importants, eh ben, se confirment. Vous évoquiez 2019, on est sur une année qui s'annonce similaire à 2019? Alors, on a un contexte climatique qui ressemble beaucoup à celui de 2019, avec dans l'océan Indien, donc l'IOD, le dipôle de l'océan Indien, qui est un peu le petit frère d'El Niño, qui tend à assécher la partie est de l'océan Indien, le nord de l'Australie, et avec un débordement possible jusque sur le nord-est de l'Australie. Donc ce dipôle de l'océan Indien, il est actuellement dans une phase positive, qui est croissante aussi, qui va être assez importante cette année. Et donc on va retrouver ce contexte qu'on avait déjà en 2019, où on avait cette influence de cet IOD, ce dipôle, l'océan Indien, qui va largement assécher le nord et l'est de l'Australie jusqu'à chez nous. Et ça va renforcer aussi le signal de sécheresse d'El Niño. Et donc ça va accentuer davantage la sécheresse. Oui. Donc pour mémoire, c'était l'année des gigafeux en Australie. Alors c'était l'année des grands incendies en Australie et malheureusement, c'est pas improbable qu'on retrouve une situation similaire en Australie cette année, oui. Affaire à suivre. Merci beaucoup Thomas Binoun d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je rappelle que Météo France a donc dressé le bilan de la saison fraîche la semaine dernière, et on peut retrouver toutes les informations sur le site de Météo France Nouvelle-Calédonie.